Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Nous allons parler aujourd'hui de glaucome. Le glaucome, c'est une maladie du nerf optique qui surgit sans crier gare. Première cause de cécité en France, 1 million de patients sont concernés. Et dans ce million de patients, 500 000 ne le savent pas. Donc le dépistage est un enjeu primordial, crucial, d'autant que quand les symptômes du glaucome apparaissent, il se peut qu'il soit déjà trop tard. Pour m'accompagner sur ce plateau, j'ai la chance d'accueillir le docteur Pascal Roseau. Bonjour. Bonjour, vous êtes chirurgien ophtalmologiste. Le docteur Elena Guig-Benayoun, également chirurgien ophtalmologiste. Bienvenue et je vous remercie. Nous avons également en visioconférence Véronique. Véronique, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, donc vous êtes une patiente et vous allez nous décrire un petit peu par votre histoire. En fait, vous allez nous expliquer un petit peu par les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. Avant d'en arriver là, j'aimerais que vous preniez la parole, que vous nous expliquiez clairement, en quelques mots, les plus simples possibles pour des béotiens que nous sommes, qu'est-ce que le glaucome ? Alors, vous l'avez dit, il s'agit d'une atteinte du nerf optique qui donc se marque par des troubles du champ visuel essentiellement à terme et qui est le plus souvent en rapport avec une pression intraoculaire, une tension de l'œil trop élevée. Mais ce n'est sans doute pas le seul facteur. Il existe des facteurs de risque, évidemment. Le premier étant l'âge. Les personnes les plus âgées font plus facilement un glaucome. Il s'agit donc en général, pour la forme la plus classique du glaucome dit à angle ouvert, une forme qui se développe en fonction de l'âge. Et vous avez beaucoup plus de patients dans des tranches d'âge de 80 ans que ceux qui ont 60 ans, par exemple. Ça, c'est le premier facteur. Il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs familiaux, des facteurs héréditaires qui interviennent. D'autres facteurs comme la myopie augmentent le risque de glaucome. D'autres facteurs plus rares, comme des traumatismes, ça va donner des glaucomes unilatéraux. Enfin, le diabète également est corrélé à une fréquence accrue de glaucome. D'accord, alors nous allons voir après dans un reportage quels sont le dépistage en fait, mais médical néanmoins. Est-ce qu'il y a quelques signes qui peuvent nous donner des prémices que nos téléspectateurs peuvent connaître sur le fait d'avoir un glaucome ? Alors, effectivement, c'est une maladie plutôt insidieuse qui se manifeste à un stade très tardif par des symptômes. Et le tout, c'est de savoir repérer les symptômes précoces, donc qui sont plutôt rares. Si on a des poussées de tension, plutôt dans une forme de glaucome à angle fermé, donc la forme plus rare, on peut avoir des symptômes qui se manifestent par des maux de tête, des douleurs autour des yeux, des halos, un éblouissement, une baisse de vision au moment des maux de tête. Je crois que nous allons en parler tout à l'heure avec Véronique qui va nous raconter l'histoire de l'entrée dans la maladie. Néanmoins, avant cela, je vous invite à découvrir un reportage au travers duquel un patient passe un examen de dépistage dans un cabinet de ville. Vous allez voir les questions qu'il se pose, la fréquence, les signes. C'est un reportage proposé par Patrick Leuze et Laurence Ferry qui sont allés interviewer le docteur Sabine Place-Foch dans son cabinet au cours d'un examen de dépistage. Vous êtes droitière ou gauchère de la main ? Droitière. Donc vous prenez le cliqueur, d'accord ? Vous allez commencer par ici. Je vais vous cacher un œil. Voilà. Maintenant ça commence, c'est-à-dire vous regardez la cible qui est au centre de la mire. Le dépistage du glaucome s'adresse à tous les patients qui viennent pour la première fois en consultation à partir de 43 à 44 ans, pour les patients qui ont des tensions élevées au-dessus de 20, pour les patients qui ont des pathologies du nerf optique dont on ne connaît pas la cause, et pour tous les patients qui ont des antécédents de glaucome dans la famille. Il faut absolument commencer à vraiment prendre l'attention et faire un dépistage à partir de 60-65 ans, quand on sait que ce sont des pathologies qui arrivent malheureusement, comme toutes les pathologies, avec l'âge. Le dépistage du glaucome se passe souvent en 2 consultations. La première consultation, on voit le patient qu'on ne connaît pas, on lui mesure sa vision, sa tension, son nerf optique. Si on a un doute sur le nerf optique ou si on a un doute sur la tension, je fais revenir en général le patient pour faire un bilan complet d'examen du champ visuel automatisé et on examine le nerf optique et les fibres par un nouvel examen qui s'appelle l'OCT. Avec ces 2 examens, je revois le patient et on discute de l'opportunité d'un traitement ou d'un suivi régulier. La définition d'un glaucome, c'est une neuropathie, donc une maladie du nerf optique, pas forcément avec de la tension de l'œil. Donc il faut regarder aussi le nerf optique, s'il y a une malformation, et surtout faire examiner les patients avec le champ visuel qui donne des
amputation du champ visuel. Vous avez les fibres donc, qui sont à peu près bonnes sur l'œil gauche, un tout petit peu moins bonnes sur l'œil droit, mais à surveiller. Et au point de vue champ visuel, on a une évolution qui est tout à fait parfaite. Dans les examens de glaucome, on a de temps en temps des phénomènes visuels, des halos visuels le matin. Les gens voient un petit peu des lumières, ont mal à la tête et malheureusement, parfois, et c'est trop tard, ont l'impression d'avoir des bouts qui manquent sur les côtés. Et là, ça veut dire que c'est un glaucome évolué qui est à traiter très rapidement. Regardez bien droit. Quand on dépiste un glaucome et quand on a fait un diagnostic, en France, on commence toujours par faire un traitement par goutte et après on passe au laser et à la chirurgie. Dans les pays anglo-saxons et même en France, on commence à s'apercevoir que les gens ne mettent pas forcément les gouttes, qu'il vaut peut-être mieux leur faire un laser d'emblée pour leur permettre d'avoir une meilleure observance. Quand on a fini tous les examens, on est bon. Donc champ visuel OCT, quoi qu'il advienne, une fois par an avec un bilan ophtalmo. Hein, voilà. De retour sur le plateau d'Atout Santé, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons aujourd'hui du glaucome. Nous avons vu ce reportage. Pouvez-vous nous expliquer, vous avez un petit peu expliqué tout à l'heure, il y a deux formes, je crois, ou plusieurs formes peut-être de glaucome. Pouvez-vous nous expliquer lesquelles? Alors, la forme la plus fréquente, c'est le glaucome à angle ouvert. En fait, dans la majorité des cas, il est lié à un problème de tension oculaire, la tension qui est trop haute. Et le filtre qui est dans l'œil, qui s'appelle le trabéculum, qui normalement élimine les liquides dans l'œil, il est comme bouché, si vous voulez, et donc la tension a tendance à augmenter et entraîne une lésion sur le nerf optique. Les cellules nerveuses qui sont dans le nerf optique sont détruites de façon lentement progressive, et à un stade très avancé, on a des symptômes visuels qui correspondent à un rétrécissement du champ visuel. Ça, c'est la forme la plus fréquente. La deuxième forme... C'est celle qu'on appelle angle ouvert. Très bien. La deuxième forme, c'est le glaucome à angle fermé, qui est quand même plus rare et qui est en général plus sévère, parce que plus difficile à traiter, et qui là peut se manifester par des pics de tension beaucoup plus importants, et on peut avoir des symptômes à ce moment-là avec des maux de tête et des halos visuels. Là, à ce moment-là, le trabéculum, le filtre, il est anatomiquement perturbé parce qu'il y a un rétrécissement de l'angle dans lequel se trouve ce filtre. C'est pour ça qu'on l'appelle le glaucome à angle fermé. Il évolue donc plus rapidement et de façon plus grave. C'est même une urgence chirurgicale. Exactement. D'accord. Et justement, la conséquence, si ce n'est pas dépisté, est la même sur le nerf optique, c'est-à-dire que le nerf optique va être détruit? Alors, autant un glaucome chronique à angle ouvert, on a le temps de voir venir les choses en quelque sorte, même si on les découvre plus ou moins tard, autant un glaucome aigu qui est en cours de constitution peut aboutir à la perte visuelle de l'œil considéré et peut-être du deuxième dans les 24 heures. Donc là, c'est une urgence absolue. Et il faut traiter ça médicalement tout d'abord, et après avoir préparé médicalement la personne qui en est atteinte, une séance de laser, 9 fois sur 10, permet de la traiter de façon quasiment définitive. Par contre, il y a quelques cas qui résistent encore. Voilà. Donc il faut vraiment différencier ce glaucome aigu qui est purement mécanique. Effectivement, le Dr Guig l'a dit, un problème mécanique de fermeture de cet angle, le liquide ne peut plus sortir parce que mécaniquement, il n'y a plus assez de place. Et on fait un petit orifice au laser qui permet bien souvent de traiter, surtout plus c'est pris tôt, mieux c'est. Mais ça peut aller des douleurs extrêmement importantes jusqu'à des céphalées même importantes et des vomissements même, tellement les gens ont mal. D'accord. Mais dans votre expérience, parce que là vous me parlez de 24 heures, c'est une urgence absolue, donc je me mets à la place de nos téléspectateurs qui peuvent avoir peur. Comment faut-il réagir? C'est-à-dire si on a des céphalées, on va aux urgences, est-ce que les urgences sont formées pour ça? Comment ça se passe? On tente sa chance dans un cabinet en disant voilà, j'ai mal à la tête et je vois moins bien, parce que ce signe de baisse d'acuité visuelle est souvent associé à la douleur. Et une baisse d'acuité brutale chez un patient qui a mal à la tête et à l'œil en particulier doit être reçue évidemment sans délai en urgence, que ce soit en cabinet ou en hôpital selon l'accès aux gens aux soins. Alors, avant de retrouver Véronique, par définition, on a deux yeux. Est-ce que ça peut être bilatéral ou est-ce qu'il n'y a pas de rapport entre un œil et l'autre? En général, c'est bilatéral. Il peut y avoir une asymétrie, en général c'est le cas. Ça évolue pas de la même manière dans les deux yeux. Et à part, comme M. Roseau disait tout à l'heure, il y a des cas plus rares de glaucome traumatique, par exemple, post-traumatique, où effectivement là c'est unilatéral, c'est l'œil traumatisé qui est en cause. Je me tourne maintenant vers Véronique. Véronique, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Très bien, donc bienvenue encore une fois. On aimerait avoir votre témoignage sur l'histoire de votre maladie. Comment déjà avez-vous appris que vous souffriez de glaucome?
Alors en fait, moi je l'ai appris parce que donc je suis originaire d'une famille donc où mon grand-père a eu un glaucome, mon père, mon frère. Donc de fait, dès l'âge de 12 ans, j'ai été suivie. Donc j'ai commencé à avoir de l'attention à partir de 18 ans, ce qui fait que j'ai eu des collyres à partir de cet âge-là. D'accord. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas statistiquement la plus représentative. Et, le suivi que vous avez eu, pas grand monde en bénéficie. Alors ça, moi, je suis pas ophtalmo pour le dire, mais en tout cas, toutes les familles qui ont Oui, tout à des fait. glaucomes, généralement, font suivre quand même les enfants. Alors, je me tourne vers vous. Justement, est-ce que c'est fréquent d'avoir un suivi parce qu'on sait qu'on est à risque? Alors, c'est de plus en plus fréquent. Les facteurs familiaux ont été mis en avant maintenant il y a plus de 25 ans, Ouais. alors qu'avant ils étaient relativement sous-estimés. Et c'est vrai qu'il y a des familles à glaucome précoce, comme dont fait partie Véronique à l'évidence, mais c'est vrai que le plus fréquent, l'âge d'apparition et l'âge de traitement en général est au-delà de 40 ans, habituellement. C'est pour ça que l'histoire de Véronique est un peu particulière, mais néanmoins elle fait partie des familles qui ont une atteinte génétique sans doute un peu plus marquée que d'autres et qui commencent plus tôt. Car plus un glaucome commence tôt, plus il peut être sévère évidemment. D'accord. Alors, Véronique, je crois, ou j'en suis même Oui. certain, vous faites partie, vous présidez une association de patients atteints de glaucome. Alors, je Est-ce suis que vous pas pouvez nous en dire un peu présidente, je plus? suis membre. Vous êtes membre, Je pardon. suis membre d'une association, donc Est-ce que vous l'association pouvez nous en dire France. plus? Quels sont les objectifs de cette association? Alors cette association justement, elle a plusieurs objectifs. Donc tout d'abord, en effet, donc c'est aider les patients donc qui ont un glaucome en leur donnant des informations donc via le site donc de l'AFG donc qu'on trouve sur internet. C'est aussi faire de la sensibilisation par rapport justement à de la prévention. Et puis c'est également aussi aider les gens qui ont un glaucome par rapport en fait à ce qu'on appelle un relais patient, c'est-à-dire qu'on les aide d'un point de vue psychologique avec des groupes de parole. On leur fait également des conférences sur justement la recherche, comment elle avance, mais aussi sur une certaine hygiène de vie qui est assez importante quand on a un glaucome. Et c'est vrai que les ophtalmos, ils sont merveilleux, ce sont des techniciens, mais ils n'ont pas le temps non plus de donner l'ensemble de ces éléments. Donc, ce qu'il y a de bien avec l'association France Glaucome, c'est il y a un conseil scientifique et toutes les informations en fait donc sont validées par un ophtalmo. Donc en fait, c'est vrai que quand on va sur internet, souvent il y a plein de choses, on peut trouver plein de choses qui parfois ne peuvent ne pas être vraies. Donc l'intérêt de cette association, c'est qu'elles sont à chaque fois validées par des scientifiques. Merci Véronique, parce qu'on a bien compris l'intérêt du dépistage dans cette maladie et la place donc d'une telle association. Donc je vous remercie d'avoir mis en avant cette association. Je vous remercie tout simplement d'être venu. Nous allons faire une transition vers la seconde partie de notre émission et notre second reportage sur le traitement chirurgical, puisque nous sommes allés suivre au bloc opératoire une chirurgie de glaucome filtrante. C'est un reportage réalisé par Patrick Loss et Laurence Ferry et nous avons suivi le docteur Eretz. Je m'appelle Alexandra, j'ai 48 ans bientôt. Je suis ici aujourd'hui pour l'opération de mon œil gauche pour un glaucome. Je porte des lunettes depuis très longtemps, mais c'est vrai que j'avais très mal à la tête et si je voyais un petit peu flou, donc du coup, voilà, j'ai consulté et on s'est aperçu que j'avais une grosse tension et que c'était bien un glaucome. Je suis hyper zen. Nous sommes dans un bloc opératoire et nous allons réaliser une chirurgie de glaucome filtrante. On opère les glaucomes quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire quand on a épuisé les options thérapeutiques médicales et aussi le laser, le SLT, quand rien n'a fonctionné, on va proposer une chirurgie. C'est une chirurgie qui est beaucoup plus lourde que d'autres chirurgies ophtalmologiques comme la chirurgie de la myopie ou la chirurgie de la cataracte. Donc il y a un rapport bénéfice-risque qui n'est pas du tout le même que pour les autres chirurgies. C'est pour ça qu'on opère que quand on n'a pas le choix. C'est une chirurgie de la pression. On ne retire pas le glaucome, qui est une maladie dégénérative du nerf optique, un vieillissement accéléré, mais on cherche à faire baisser la pression, qui est le seul paramètre sur lequel on peut jouer actuellement pour limiter l'évolution de cette pathologie.
Il faut imaginer l'œil comme un ballon qui est très dur avec plein d'eau à l'intérieur. Donc on va créer un espace de dérivation sous la paupière pour que l'eau qu'il y a dans l'œil, qui s'appelle l'humeur aqueuse, puisse s'échapper et ne pas continuer à abîmer le nerf optique. Alors le patient est soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale, selon son âge et ses souhaits, qui sont à prendre en compte parce c'est de la microchirurgie, donc le patient doit ne pas bouger pendant l'intervention pour que cela se passe bien. Autrefois, c'est une chirurgie qui se faisait beaucoup plus en hospitalisation. Les pratiques ont changé et vous avez des grandes variations selon les centres. Il y a des centres qui font beaucoup plus d'ambulatoires que d'autres centres. Il faut bien respecter surtout le traitement post-opératoire parce que dans la chirurgie du glaucome, ce qui est important, c'est la chirurgie, mais elle ne fait que 50% du travail. Le reste, qui est aussi important que le geste, c'est le suivi post-opératoire et ce qui va être fait après la chirurgie. Alors le suivi post-opératoire consiste à des visites avec le chirurgien pendant lesquelles il peut décider s'il n'est pas satisfait de la tension, soit effectuer des petits lasers pour ouvrir la membrane qu'il a laissée ou alors pour couper le fil qu'il a laissé dans le cadre d'une trabéculectomie et la membrane dans le cadre d'une sclérectomie. On peut aussi adapter la corticothérapie de façon à réduire son inflammation. Il faut savoir que la chirurgie filtrante peut avoir tendance à se boucher, notamment chez certains patients. Et quand vous avez un glaucome jeune, malheureusement, vous risquez de devoir être réopéré parce que ces chirurgies n'ont pas une durée de vie indéfinie. C'est pas parce qu'on a été opéré de la chirurgie du glaucome qu'on est tranquille pour toute sa vie, même si c'est ce qu'on aimerait bien, évidemment, en tant que médecin pour nos patients. Je suis soulagée d'avoir cette chirurgie et voilà, je suis heureuse de l'avoir fait. De retour sur le plateau d'Atout Santé, je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de glaucome. Je vais toujours la chance d'être avec le docteur Roseau, le docteur Guy Benayoun, rebonjour. Et puis nous accueillons Norbert. Bonjour Norbert. Bonjour. Vous êtes un patient qui a bénéficié de la prise en charge des ophtalmologistes parce que vous avez eu un glaucome. Oui. Et bon, on va commencer directement par vous. Pouvez-vous nous raconter un petit peu? Nous avons vu tout à l'heure que Véronique avait une histoire un peu atypique puisqu'il y avait un suivi familial. Je crois que ce n'est pas votre cas. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Donc j'avais 41 ou 42 ans lors d'une consultation pour contrôler ma vue parce que je commençais à ne plus voir de près. On a diagnostiqué donc, le glaucome, mon ophtalmo, à l'occasion de cette visite. À 41 ans. À 41 ans, donc j'ignorais même le terme à l'époque. Et donc après avoir diagnostiqué, le docteur donc, m'a fait asseoir, m'a expliqué de quoi il s'agissait. La sévérité des lésions. Voilà, donc il m'a expliqué progressivement, parce qu'il connaissait mon état un petit peu émotif, ouais. à l'époque encore plus. Et donc il m'a expliqué à l'aide d'un schéma, un petit peu comment ça se passait, ce que ça comprenait comme traitement et comment on allait commencer en fait à me traiter. Alors justement, quelle a été la suite en termes de traitement? Alors donc ça a commencé donc immédiatement, enfin très rapidement par des collyres dans chaque œil, puisqu'il s'agissait d'un glaucome dans chaque œil, avec une tension qui commençait à être élevée. Donc des collyres dès le début, donc très rapidement, et qui n'ont pratiquement pas cessé en fait, où j'ai dû donc progressivement et tous les jours, à raison de 2 ou 3 fois par jour, prendre des collyres et surtout ne pas oublier de les prendre. D'accord. Alors avant que vous nous expliquiez la partie chirurgicale, parce que vous avez été opéré, j'aimerais qu'on parle des techniques non chirurgicales. Est-ce qu'il y a des techniques, donc avant d'en arriver à la chirurgie, qui peuvent aider à traiter le glaucome? Norbert l'a dit, effectivement, le premier traitement le plus usité, c'est effectivement l'instillation de collyres. Il existe 5 classes thérapeutiques environ, avec des instillations qui, souvent, les personnes ont un collyre à mettre une fois par jour, mais après, avec l'aggravation de la maladie, les doses vont augmenter, la puissance du traitement va augmenter également, toujours pour essayer de contrôler cette pression oculaire de façon régulière, avec un suivi qui se fait en général 2 fois par an s'il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est le premier traitement, et ces collyres ont pour principes généraux de soit réduire la sécrétion de liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse, soit au contraire de favoriser son élimination, de façon à ce que la pression baisse par une élimination de cette humeur aqueuse. Au-delà, le docteur Guy va vous parler du laser. Alors le laser, c'est une technique qui intervient soit quand on est face à un échec du traitement médical par collyre, soit en complément du traitement médical.
et on vient faire des impacts de laser sur le trabéculum, dont on a parlé tout à l'heure, pour diminuer l'étanchéité de ce filtre et donc augmenter l'élimination des liquides dans l'œil, et donc soit augmenter l'efficacité du traitement médical, soit l'effet seul du laser peut suffire. Alors pour les néophytes que nous sommes, vous nous avez parlé de 2 sortes de glaucome. Là, le traitement s'applique auquel? Alors ça s'applique au glaucome à angle ouvert, puisque c'est dans ce cas-là que le trabéculum est visible et qu'on peut le traiter, on y a accès. Dans le glaucome à angle fermé, on n'a pas accès au trabéculum anatomiquement, et donc on ne peut pas jouer dessus. D'accord. Alors, Norbert, je vous appelle par votre prénom, nous avons vu les traitements. Est-ce que vous en avez bénéficié de ces traitements par laser? Alors les collyres, oui, on l'a vu. Le laser, vous l'avez eu. Non, ça a commencé par les collyres. Les collyres, je crois qu'au tout début, j'en avais un collyre une fois le matin. Ça s'est progressivement, donc la tension montait et on est passé à une fois le matin, une fois le soir. Je crois que même à un moment donné, j'étais à 3 fois par jour. Et je crois que même avant le coucher, j'avais encore un collyre supplémentaire à prendre au coucher. Donc c'est ce qui faisait donc pratiquement 4 prises par jour pour le collyre. C'était ce qui est le maximum qu'on puisse donner. Ouais. Et avant d'aller à la chirurgie dont nous allons parler, vous avez eu le traitement laser également? Oui, également. Donc au bout de peut-être 2, 3, 4 ans de collyre, donc qu'il ne faut pas arrêter de prendre bien entendu, on a fait en complément du laser. Donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs séances où on traitait, donc à chaque séance, je crois qu'on traitait l'œil en 4 parties. Et j'ai eu pratiquement en alternance tous les ans et tous les 2 ans des séances de laser. Donc toujours en accompagnement avec le collyre. Et pour essayer de maintenir donc cette tension oculaire. Et on arrive à la chirurgie en cas d'échec après Justement, le laser, ce laser dit SLT, n'a pas une action définitive. Oui. Il baisse en moyenne de 4 points la pression, mais sur une période qui oscille entre 1 an pour les cas donc les plus favorables, qui sont les plus nombreux fort heureusement, jusqu'à 3-4 ans pour les meilleurs cas en fait. Mais ça n'est pas définitif. Il faut toujours prévenir le patient que ce traitement-là soit ramené à être reconduit ou faire place à la chirurgie s'il y a une aggravation. Il faut bien comprendre aussi dans le traitement pourquoi on augmente les traitements. C'est parce que la maladie s'aggrave. Ce n'est pas le fait que les collyres n'agissent plus, mais c'est qu'au contraire, si on arrêtait tout brutalement et que la pression était à 15 mm de mercure, on monterait à 30 en arrêtant tous les collyres. Le critère d'évaluation, c'est la pression intraoculaire. Ça reste un des éléments importants de surveillance, mais vous l'avez vu dans le reportage, il y a le champ visuel, il y a les OCT également, car on peut faire des courbes d'évolution au fil du temps. On peut voir avec les petites variations que ces examens comportent, car ils ne sont pas toujours faciles à réaliser, même pour le patient, notamment un champ visuel qui requiert de l'attention. Néanmoins, vous avez de la surveillance qui repose sur un trépied, qui va être donc le fond d'œil, ainsi que l'OCT qui est un fond d'œil numérique en quelque sorte. Vous avez le champ visuel et la mesure de pression, bien entendu. Alors, on va terminer le cheminement vers la chirurgie, puisque vous avez été opéré. La question, quand on a vu le reportage qui nous vient à l'idée, c'est est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal, parce qu'en fait, personnellement, j'ai opté pour une chirurgie sans anesthésie générale. Donc c'est une anesthésie locale. Je n'ai rien senti. J'allais dire, je suis émotif, je n'avais pas d'appréhension. Il y a une très grande confiance au docteur Rousseau. Et donc j'étais très inquiet les jours qui précédaient l'intervention, parce que je ne savais pas, je n'avais pas du tout je ne sais pas ce qui allait se passer. On m'avait pas vraiment expliqué, c'est inconnu. On m'a expliqué que c'était quand même pas quelque chose qui n'était pas traumatisant. Et j'ai été opéré 3 fois, donc là je parle de la première opération où je ne savais rien. Ça s'est très très bien passé, je n'ai rien ressenti. Et j'ai eu une très grande confiance, je pense que ça fait partie de... Alors justement, on est opéré, donc ça, a priori ça s'est bien passé. Quel est le suivi par la suite? C'est-à-dire quelqu'un qui est opéré, quelle est la nécessité, j'imagine, de suivi? Est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'il y a quand même un contrôle par la suite? Bien sûr, il y a un suivi post-opératoire strict pendant au moins 1 mois, où on a des visites de contrôle très fréquentes. Après, on reprend le suivi standard, parce que le patient est opéré, mais il a toujours un glaucome, donc c'est un suivi biannuel, 2 consultations par mois, espacées de 6 mois. 2 consultations par an, espacées de 6 mois, avec à chaque fois un champ visuel et un OCT. On préfère le faire 1 fois par an, et un contrôle de la tension, effectivement, pour chaque visite. D'accord. Alors,
Oui. Un petit mot des suites opératoires. Oui. Effectivement, ce qui est important, c'est il faut considérer que le glaucome, la cicatrice du glaucome, doit être quelque chose qui doit se pérenniser dans le temps. Il faut savoir gérer cette cicatrice. Le docteur Herecht l'a évoqué. Et donc, le but de ces consultations au cours du premier mois, et c'est extrêmement important, c'est de pouvoir guider la cicatrisation. Car un excès de cicatrisation va faire reboucher la fenêtre, entre guillemets, construite, la soupape construite, alors qu'une fenêtre trop peu fermée va aboutir à une pression trop basse. Et donc, le but des consultations, c'est de gérer cette cicatrice de façon à ce qu'elle soit le plus optimale possible. Et c'est pour ça qu'on voit les gens, outre le fait qu'il faut du repos au cours de la première semaine. Mais c'est vrai que c'est une chirurgie qui habituellement est indolore. Écoutez, mais certains yeux peuvent poser des problèmes de cicatrisation, notamment les gens déjà opérés à plusieurs reprises. Très bien, je vous remercie. C'était très clair, si j'ose dire. Merci d'être venu. C'est la fin de votre émission À Tout Santé. Nous vous remercions, bien sûr, nous remercions les intervenants et les téléspectateurs pour leur présence. N'oubliez pas que vous pouvez visionner notre émission sur la chaîne YouTube À Tout Santé et adresser vos commentaires sur notre site Facebook ou sur Instagram À Tout Santé. Merci encore de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro d'À Tout Santé. D'ici là, soyez acteurs de votre santé. Au revoir.